Bonjour, on est le 10 mai 2020 avec une météo qui est agréable pour les prés et les champs et les jardins, et notamment pour les animaux qui pourront profiter de pouvoir avoir des champs arrosés et abreuver, je veux dire, s'ils peuvent abreuver dans des abreuvoirs grâce à la pluie qui va tomber et profiter d'une nature qui va être plus généreuse avec la verdure et ils vont ces animaux que j'entrevois comme étant les brebis, les chevaux, les vaches, voilà, les taureaux, tout ce que vous pouvez constater, enfin que vous pouvez observer dans la nature vont profiter, les écureuils, les biches, enfin toute la faune et la faune pourra profiter d'une flore verdoyante grâce à ces pluies qui sont en train d'arroser le territoire. Bon, le soleil c'est bien, on peut en profiter. Quand la pluie est tombée, on peut sortir et on peut profiter de la nature agréable qui a pris de la verdure grâce à ces pluies. Et le soleil faisant que on peut profiter de cette verdure. Ceci étant dit, bon, ça veut dire que bon, il va pleuvoir et on va avoir une journée qui sera maussade pour les petites sorties, mais agréable pour la verdure. Ceci étant dit, bon, je vais voir la molécule la plus simple des glucoses, enfin des os, je m'excuse, des os. Je vous rappelle que j'avais vu les os, j'avais catégorisé les glucides qui sont les sucres. On trouve les os, les osides et les osanes. Voilà, les oses, les osides et les osanes. Donc on avait catégorisé sous forme de trois entités. C'est juste une subdivision, c'est juste ça. Voilà, les glucides qui sont les oses, osides et osanes. Et alors bon, ce sont des sucres, hein, ce qu'on appelle communément des sucres. On peut retrouver là-dedans des monosaccharides, comme on peut retrouver des polysaccharides. C'est bon, si c'est une petite entité, là, dans tout ça, si c'est une petite entité, ben on parlera de monosaccharides. Si maintenant on a plusieurs entités qui sont reliées, tel un polymère à chaîne, ben on parlera de polysaccharides. Ouais, polysaccharides. Alors, ça concerne les sucres. À côté de ça, vous savez qu'il y a les lipides et les glucides. Les protides. Ouais, parce que les glucides, ils sont déjà là. Protides. Protides. Alors, ce sont des composants très importants pour les êtres vivants. J'appelle êtres vivants, bien sûr, les animaux et les végétaux. Et j'enlève de ce groupe, de cet ensemble-là, les protistes, je les enlève. Voilà, j'enlève les protistes. J'appelle les protistes tout ce qui est bactéries, virus, champignons, algues et protozoaires. Bon, je parle en tant que... quand je parle de glucides, lipides, protides, je vois ce qui est nécessaire pour moi dans un premier temps pour les animaux végétaux. Bon, je bannis de l'étude les protistes, donc je ne parlerai pas de protistes. Alors, je dirais même que ici, les cellules animales et végétales sont plus ou moins, on va dire, il y a une certaine familiarité entre eux. Il y a des différences, mais il y a des familiarités, ce qui veut dire que bon, ici, je n'étudie pas forcément les cellules végétales, donc je vais enlever et bannir les cellules végétales pour parler des cellules animales. Voilà, je parle des cellules animales. Donc, et quand je dis animal, l'homme, l'être vivant, l'être humain est un animal dit intelligent. Donc voilà, donc ici, quand je parle de glucides lipides, c'est l'interaction avec, je veux dire, l'animal et je sous-entends que c'est l'être humain. L'être humain avec son foie, son intestin, voilà, son système digestif, son système osseux, son système, tous les systèmes qu'il y a, respiratoire, cardiaque, endocrinien, système nerveux, système, voilà, système, enfin il y a différents systèmes visuels, auditifs, peu importe. Bon,
Voilà, l'être humain est constitué de différents systèmes qui lui permettent de vivre. De vivre. Système respiratoire, etc. Bon, mais ceci, glucides, lipides, protides, interviennent justement dans le système digestif. Hein. Parce que si on parle, la cellule, bien sûr qu'elle interagit avec l'extérieur, elle a peut-être besoin d'O2, mais l'O2, bon, ça proviendra bien sûr du système respiratoire. On respire de l'air pour prendre de l'oxygène de l'air, puisque l'oxygène est dans l'air, hein, il contient de l'azote aussi, mais on prend l'oxygène de l'air pour passer dans le poumon et est envoyé par le sang dans les cellules de tout le corps. Donc toutes les cellules du corps qui tapissent les cellules et l'entité de base est une entité de base, mais c'est ce qui va faire les tissus. Les tissus font recouvrent les organes, bon, ont une fonction, ils font partie d'un système qui est par exemple le système respiratoire, cardiaque, peu importe, voilà, et tout ça fait l'être humain. C'est ça que je veux dire. Bon, mais alors là, le glucide, lipide et protides, proviennent non pas du système respiratoire, parce que le système respiratoire va prendre l'oxygène pour refouler bien sûr du CO2. Hein, d'office. Hein. Mais bon, maintenant, c'est pas ça que je veux dire. Les glucides, lipides, protéines ne viennent sûrement pas du système respiratoire, mais du système digestif, c'est-à-dire que ça vient de l'alimentation. L'alimentation, le foie va décomposer les aliments en nutriments, et je dirais même en mini-nutriments. Et ces mini-nutriments, ça peut être soit des glucides, lipides ou protides. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, pour être apporté à chaque entité cellulaire et interagir avec, parce que la cellule échange de la matière et de l'énergie. Tout comme c'est la base de la vie, quand on regarde les planètes, c'est un échange de matière et d'énergie. Bon, ça change rien, c'est toujours de la matière et de l'énergie qui est mise en œuvre et qui est échangée, que ce soit dans l'espace ou dans les cellules biologiques de n'importe quel animal ou végétal. Alors, ici, moi, je parle des cellules animales, plus spécifiquement, voilà, j'avais fait une vidéo qui disait que la croûte terrestre était composée de 90 éléments, alors que la cellule animale était constituée de 27 atomes. 27 atomes, on ne trouvait pas plus que 27 atomes, alors que dans la croûte terrestre, qui est la couche superficielle de la Terre, on trouvait plus ou moins 90 éléments. 90 éléments. Et que bon, on retrouvait le plus dans la croûte terrestre, c'était de l'oxygène, et bien sûr suivait les siliciums au travers des silicates. C'est parce qu'il y a beaucoup de silicates organomagnésiens, patati talala, aluminosilicates, bon, qu'on retrouve. C'est normal que bon, sur la couche terrestre, on a beaucoup de silicates. Couche terrestre, c'est la première couche superficielle et qui est la couche continentale, ou peu importe la couche océanique, peu importe. Peu importe, mais on n'est pas en dessous de cette croûte, parce qu'en dessous de cette croûte, on a des variations, je veux dire, des atomes. Hein, voilà. Alors maintenant, on avait du O2, du silicium, du fer, voilà, etc. Toute une 90 atomes qu'on retrouvait, dont certains étaient plus prépondérants que d'autres. 90, qui est presque le tableau de Mendeleev, où on a 103 éléments. Voilà. Alors ici, quand on étudie l'être vivant, mais il n'a que 27 éléments présents dans la cellule animale. Et si je prends la cellule de l'être humain, qui est un animal, hein, bien sûr, un animal vivant, dit intelligent, eh bien là on va retrouver principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Principalement, ceci constitue 90% en moyenne de la, comment on appelle ça, en moyenne du nombre d'éléments présents. C'est-à-dire il y a 27 éléments présents dans la cellule animale. Eh bien, 90% font qu'on a du carbone, hydrogène, oxygène et azote. Et tout ça, c'est pas pour rien. Parce que justement, les glucides, c'est justement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Les lipides, c'est du carbone, hydrogène, oxygène. Et les protides, c'est carbone, hydrogène, on peut avoir de l'oxygène, on peut avoir de l'azote, voilà, et autres. Voilà. On a des amines là-bas, des amines donc de l'azote. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire que, si vous remarquez bien, on a une entité fondamentale qui se retrouve partout, c'est l'entité carbone.
entité carbone. Donc, c'est pas pour rien que dans les aliments, on a des glucides, lipides, protéines qui sont décomposés au travers la digestion et le foie, etc. Pour donner... Bien sûr, ça c'est au niveau solide, hein, parce que au niveau liquide, vous comprendrez qu'à un moment donné, ça passe par un autre circuit, parce que ça passe par les reins, le liquide passe par les reins. Voilà, il y a un système, voilà, les liquides passeront par les reins, bien sûr, par la vessie, etc. Il y aura à un moment donné un embranchement, un débranchement, deux voies, un pour les solides et un pour les liquides. Voilà, mais ici moi je parle voilà, d'entité solide. Solide, quoique solide, mais il y a quand même, c'est hydraté quand même, hein, c'est hydraté quand même. Bon, alors ici, vous allez voir que c'est hydraté. Le carbone, on a une entité carbone. Donc ça permet des échanges avec la cellule. Ça permet des échanges avec la cellule. Échange de quoi? De matière et d'énergie. Matière et énergie. Effectivement, dans le carbone, il y a de l'énergie. Si vous prenez par exemple le pétrole, qui est d'anciennes matières végétales qui ont pourri après des années dans le sol, qui a donné un liquide, voilà, qui a donné le pétrole. Donc ça vient du végétal déjà à la base. Hein. C'est des matières végétales à la base. Voilà. Donc qui contient du carbone. Et donc, on sait bien qu'avec du pétrole, on fait des matières énergétiques qui contiennent du carbone, mais aussi de l'hydrogène. Hein. Carbone et hydrogène. Donc on a le pétrole, on a aussi le gaz naturel qui contient du carbone, mais le bois qui contient du carbone, les charbons tels que l'ouille, l'anthracite, etc. Contient du carbone. Et tout ce qui contient du carbone, c'est une source pour faire la combustion. C plus O2 donne du CO2. Voilà. Donc, en présence d'oxygène, le carbone permet, je veux dire, un dégagement de dioxyde de carbone. Donc, on a une certaine énergie qui est libérée. Donc, en fait, il y a bien, je veux dire, avec les sources d'atomes de carbone, on a une libération, enfin, l'utilisation, parce qu'on utilise l'énergie, c'est pas que on a une libération, cette énergie-là peut être libérée dans une réaction chimique, oui, mais elle peut être récupérée. Hein. Bon, elle peut être récupérée, cette source d'énergie. Mais maintenant, oui, à des fins bien précises, on fait une réaction qui va chauffer, pourquoi pas. Mais maintenant, généralement, quand on fait des réactions chimiques, parfois, qu'est-ce qu'on veut? On veut aussi éliminer la chaleur provoquée. Bon, la chaleur est peut-être soit utilisée ou soit éjectée. Soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin. Soit c'est à faire des fins utiles ou à des fins qu'on n'a pas besoin. Donc quand on n'a pas besoin de la chaleur, on la rejette. Quand on en a besoin, on l'utilise. Voilà. Donc, et généralement, les gens se chauffent, par exemple, avec des poêles au bois, des poêles au charbon, au gaz naturel, avec du mazout. C'est tout des composants carbonés. Et là, ça permet d'extraire de la chaleur pour se chauffer. Voilà. Mais le problème, c'est que le carbone, à l'échelle industrielle, bon, ça provoque, et à l'échelle humaine, parce que si toutes les cheminées commencent à évacuer leur CO2, bon, un petit peu de cheminée, ça va, mais beaucoup de cheminées, ça crée un problème d'environnement. Bon, donc les fumées des usines, les fumées voilà, ça crée un problème de pollution et d'environnement. Un problème environnemental. Mais pour la cellule, ici, je ne suis pas au niveau industriel, je suis au niveau de la cellule. La cellule interagit au niveau énergétique comme interagit le vulgaire planète. Au niveau matière-énergie, les étoiles interagissent au niveau matière-énergie, la cellule interagit au niveau matière-énergie. Et on retrouve un point central que le carbone. Voilà. Et donc, fatalement, c'est un peu normal que dans la cellule, on retrouve en grande proportion du carbone, de l'hydrogène et l'oxygène. Et de l'azote aussi, qui font les éléments de chimie organique. La chimie organique, c'est les éléments de chimie organique sont bien sûr à l'état combiné, par l'état CHON, mais à l'état combiné, ils se combinent. Comme je vais voir un triose ici, il va être à l'état combiné, hein, d'office. Hein. À l'état combiné, il donne des molécules
bon, diverses molécules que sont des glucides, des lipides, voilà, voilà, qui va donner des glucides, des lipides et toutes sortes de molécules. Quel type de molécules? Des molécules biochimiques, hein, biologiques ou biochimiques. Voilà, voilà, ça va donner toutes sortes de molécules biochimiques ou biologiques. Tout ça pour vous dire que la présence de carbone, c'est tout à fait normal. Vous voyez qu'elle est présente dans les glucides, elle est présente dans les lipides, elle est présente dans les protéines, les hydrogènes. C'est normal qu'on retrouve beaucoup dans la cellule vivante, qui constitue, je veux dire, quasi 90%, carbone, hydrogène, oxygène constitue, et azote constitue 90%, ben c'est normal. Dans les glucides, on a du carbone déjà. On a du carbone dans les glucides, on a du carbone dans les lipides, on a du carbone dans les protéines. Bon, fatalement, c'est un peu normal que dans la cellule, on retrouvera du carbone. On a de l'hydrogène dans les glucides, de l'hydrogène dans les lipides, de l'hydrogène dans les protéines. Mais c'est normal qu'on trouve beaucoup d'hydrogène à 90%, dans les 90% de ces HON, ben, qu'une grosse part est aussi de l'hydrogène. Et on retrouvera bien sûr dans les glucides de l'oxygène, dans les lipides de l'oxygène et dans les protéines pour retrouver de l'oxygène aussi. Et donc fatalement, vous voyez la part d'oxygène carbone, c'est HO, et dans les protéines on retrouvera de l'azote, les amines, dans les amines. Mais fatalement, donc vous comprendrez pourquoi la prépondérance de ces HON en chimie, au point de vue cellulaire et au point de vue échange de matière et d'énergie, la prépondérance de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Je vais étudier maintenant le triose. On va déjà le construire. Et après, bon, après la construction, on va formaliser, je veux dire, ces noms. Alors, le carbone, enfin, les oses, parce que je vous ai dit qu'il existe les oses, les osides et les osanes, eh bien, le triose, comme son nom l'indique, c'est un ose à trois entités, trois carbones. Donc on est dans les glucides, les os, je suis dans les os. Je vais faire un triose avec ça, enfin un triose. Donc il ne fait pas partie des osides, il ne fait pas partie des osanes. Bon, je vous rappelle que les osides, bon, c'est tout simplement un nombre... bon, on a les oses, les osides et les osanes. Là, on a une formule générale, c'est MH2O. On voit bien que c'est une entité hydratée, voilà, de l'eau. Là, on a M de Martin, et là, par exemple, N de Nestor, comme le poêle Nestor Martin. Il existait un poêle Nestor Martin, voilà, fabriqué pour les services de chauffage, hein, services de chauffage. Service aux êtres humains pour chauffer les êtres humains. Un poêle, c'est un poêle qu'on appelle Nestor Martin. Ici, c'est pour vous dire que M de Martin, N de Nestor. Ça veut dire que c'est deux lettres différentes. Et en fonction de M et de N, on va définir si on a un ose, un oside, enfin, on a affaire à un ose, ou si on a affaire à un oside, un osane. Alors, si M égale N, vous comprendrez que j'aurai CnH2O N, le M devient N, on a Nestor cette fois-ci, Nestor, parce que M égale N, Voilà, donc là j'ai ce qu'on appelle un ose. L'ose répond à la formule chimique, la formule brute ici de chimique, CnH2O, on a regroupé une entité hydratée ici, H2O, avec un carbone. Donc ça on va voir tout de suite. Alors maintenant, dans CmH2O, N, si on a une entité hydratée, juste une en moins que celle du carbone, ça veut dire qu'on a un oside. Maintenant, si j'ai beaucoup plus de carbone que d'entités hydratées, j'ai un osane, tout simplement. Alors, de toute façon, ça ne m'intéresse pas ici, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de voir l'ose, et je dirais même le plus simple des oses, qu'on peut avoir, il commence avec n égale 3. Il commence par n égale 3, c'est le plus simple. Voilà, on commence à compter par n égale 3. Bien sûr, après vous aurez n égale 4, n égale 5, n égale 6, n égale 7, etc. Donc ici, si vous avez n égale 3, j'ai C3H6, 2 fois 3, 6, 1 fois 3, 3. Voilà.
on aura C3H6 qu'on appelle un triose. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de voir l'entité triose, la structure du triose. Si j'ai C4H8 au 4, c'est juste le double, hein, ben j'ai ce qu'on appelle un tétrose. Tétrose. Si j'ai C5H10 au 5, j'ai un pentose. Si j'ai C6H12 au 6, je m'excuse, vous avez un nexose, et ainsi de suite, un neptose, octose, etc. Voilà. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas tout ça. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est la structure de celui-là. On va fabriquer. Enfin, on va fabriquer cette structure suivante. Alors, quand j'écris C3, H6, enfin H2O, 3, on comprend tout de suite qu'on a d'office, quand j'écris ceci, hein, peu importe l'ose, ben, on aura autant de carbone que d'oxygène. Et on aura le double, hein, on a N carbone, on a N éléments oxygène, et on a N éléments carbone. Donc N éléments carbone, N éléments oxygène, mais j'ai 2 N entités hydrogène. Donc j'aurai toujours le double d'hydrogène que de carbone, toujours. Voilà, ça c'est déjà une chose. Bon, j'ai autant d'entités carbone que d'oxygène, mais j'ai le double d'hydrogène. Bon, ce qui veut dire que le poids moléculaire, la masse atomique du carbone, c'est 12. Là, c'est 16. Ça veut dire que j'aurai, là, la masse atomique de l'hydrogène, c'est 1. Ben, on a, si là, si on a N carbone, mais j'aurai 2 N hydrogène. Ce qui veut dire que j'aurai une masse atomique de 2, alors que là j'aurai 24. Mais 24 est toujours plus grand que 2. Donc ce qui veut dire que la masse des entités carbone sera toujours plus grand que la masse des entités hydrogène. Et bien sûr, comme le niveau 16, ben, comme on a autant de carbone que d'hydrogène, mais que la masse de l'oxygène est prépondérante par rapport à celle du carbone, mais la masse, comme on en a N, on a voilà, autant de carbone qu'il y a d'oxygène, donc la masse de l'oxygène, l'entité massique totale, fera la masse totale. Ça c'est la masse de l'oxygène, la masse du carbone. La masse d'oxygène est plus grande que celle de la masse du carbone, est plus grande que la masse de l'hydrogène. Alors la masse d'oxygène vaudra N, puisqu'on a N entités oxygène, N fois la masse de l'oxygène, qui est plus grand que N fois la masse, ça c'est la masse totale, hein, la masse totale d'oxygène, la masse totale de carbone et la masse totale d'hydrogène de l'entité CnH2ON. Voilà. N fois la masse totale du carbone, qui est, elle, est plus grande que N fois la masse totale, enfin que la masse d'une unité hydrogène. Ça c'est une masse unitaire de carbone, masse unitaire d'hydrogène fois N pour avoir la masse totale d'hydrogène, une masse unitaire carbone qui vaut 12 fois N atomes de carbone pour avoir la masse totale du carbone. Et là on a la M fois la masse totale de l'oxygène pour avoir la masse, enfin M fois N de Nestor fois la masse unitaire de l'oxygène pour avoir la masse totale de l'oxygène. Voilà, on voit bien que la prépondérance c'est la masse totale d'oxygène. Et puis c'est la masse totale du carbone. Et puis c'est la masse totale de l'hydrogène qui vient en finalité. Voilà, et pour avoir la masse totale, ben, c'est la masse totale du composant, ben, c'est la masse totale N fois la masse unitaire de l'oxygène, plus N fois la masse unitaire de l'hydrogène. Ici, il y a juste une petite erreur que j'avais fait, puisque c'est 2N. Hein, donc c'est 2N fois la masse. Ouais, ici, juste avant, j'avais oublié, c'est 2N hydrogène, on n'a pas N, mais 2N. Voilà, mais ici, je remets deuxième fois la masse de l'hydrogène. Ici, c'est la masse du carbone. Voilà. Et là, on a la masse totale. Voilà. C'est 2N, hein. Je me suis trompé, c'est pas N, mais 2N. Pour l'hydrogène, puisqu'on a 2N hydrogène, donc c'est la masse totale de l'hydrogène,
la masse totale de l'hydrogène, ben, c'est 2n, 2 fois n fois la masse unitaire de l'hydrogène, voilà, qui est de 1, la masse unitaire qui est de 1. Donc c'est 2n. Si vous voulez, là on peut vite faire le calcul. La masse totale vaudra, la masse de l'hydrogène vaut 1, une fois 2n c'est 2n. Voilà. Là la masse totale du carbone c'est 12, on aura fois 12. Et la masse totale de l'oxygène vaudra 16. 16 qui vaudra, ce qui veut dire qu'on aura, la masse totale vaudra 28 plus 2, 16 plus 12, ça fait bien 28 plus 2, 30n. La masse totale vaudra 30n. Donc vous regardez la masse ici, vous regardez le nombre d'atomes de carbone ou d'oxygène, hein, parce qu'ils ont le même nombre même nombre d'atomes. Vous faites fois la masse du carbone. Hein, enfin, le nombre d'éléments de carbone. Par exemple, si vous avez un triose c'est 3 fois 30, ça fait 90. Voilà, on aura une masse moléculaire qui vaudra 90 pour le triose, parce que le triose c'est 3. Pour un tétrose, c'est 4 fois 30, ça fait 120. Alors, pour un tétrose, je peux le faire, hein, je peux faire un tableau de masse moléculaire pour n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6. Là j'ai un triose, C3H 6O O3. Voilà, ce qui fait, on a dit 30 fois le nombre d'atomes, ce qui fait, voilà, ici N vaut 3. Ici on aura C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6. Voilà, j'aurai 30, 30, 30. Bien sûr, je calcule la masse. Hein. Je calcule la masse moléculaire. La masse moléculaire, trentaine, trentaine, trentaine. Combien d'atomes de carbone? 3, ça fait 90. Là, 4, ça fait 120. Là, 5, ça fait 150. Et là, 6, ce qui fait 180. Voilà les masses moléculaires du triose, tétrose, pentose et hexose. Et je peux calculer, hein, 4 fois 16 plus 4 fois 12. Je vais tester pour le tétrose, 4 fois 16 plus 4 fois 12, ce qui fait 4 fois, ça fait 48. 40, 6 fois 4, 24, 64 plus 48. Plus l'hydrogène, il y en a 8 pour le tétrose. Fois 1, donc ce qui fait 8. 60 et 40, ça fait 100. 108, 116, 120. On a bien 120 pour le tétrose. Donc vous voyez que on peut trouver une formule de masse moléculaire. C'est 30 fois n pour les os. Pour les os, la formule moléculaire, c'est 30 fois le nombre d'entités carbone. Bon, maintenant, on va construire le triose. Le triose, C3H2O3. Ben, ça veut dire que si j'ai 3 carbones, 1, 2, 3, ben, ça veut dire que j'ai 3 entités oxygène. Donc je vais le faire correctement parce que ici vient une bonne organisation. On va construire ceci maintenant. Donc le triose qui est un ose bien sûr, qui est un glucide, un sucre, qui est le plus simple des sucres, je vous l'ai dit, et qu'on retrouve dans la respiration. Le triose on le retrouve dans la respiration. Voilà. Bon, on va construire ce triose là. C'est 1, 2, 3, j'ai bien 3 carbones, hein, parce que j'ai C3H2O, on a autant de carbone que d'oxygène, autant d'atomes de carbone que d'oxygène, donc ce qui veut dire que je vais m'arranger pour avoir un carbone, comme j'ai 3 carbones, je vais mettre 3 oxygènes. Voilà. Et j'ai 6 hydrogènes. Ben, bon, sachant que comment on appelle ça, le carbone est tétravalent. Le carbone a une valence de 4.
L'oxygène a une valence de 2 parfois 1, hein. Parfois 1, mais bon, ici ce sera 2. Voilà. Et alors, l'hydrogène a une valence 1. Sa valence est 1. Donc, 4, 2, 1 pour les valences. Donc, ce qui veut dire que pour le carbone, ben, je dois avoir une structure en croix. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pour le carbone suivant, je vais avoir une structure en croix. 1, 2, 3, 4. Pour le carbone suivant, je dois avoir une structure en croix. 1, 2, 3, 4. Voilà, je ne sais pas si on voit. Ben, c'est un peu tout juste là. Donc, voilà. Bon, je vais remettre un carbone ici. L'oxygène en face. Voilà, ici, l'oxygène, je sais bien qu'il est ici quelque part. Voilà, je construis juste la structure tétravalente du carbone. Je ne sais pas si on voit le dessus. Oui, le dessus on le voit. Et le dernier carbone. Là, on a bien une tétravalence du carbone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Maintenant, on va aller chercher l'oxygène qui est bivalent. Mais il y en a 3. Hein. Il y en a 3. Voilà. Il y en a 3. Et alors, il y a 6. Je dois pouvoir placer 6 hydrogènes. C'est surtout ça. J'ai 6 hydrogènes. Bon, je vais en mettre un ici. Il est de valence 1. 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 Bon, là, il se pose un problème de construction. Ici, il y a juste un truc qu'on ne voit pas. Valence 1. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais essayer de construire. Ça ne va pas. Sachant que l'oxygène, il est bivalent. Je vais aller rechercher l'oxygène. Alors, j'ai retiré un hydrogène. Il m'en reste plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais mettre l'oxygène. Bon, je ne mets pas la configuration de Lewis. On s'en fout de tout ça. La configuration de Lewis, on n'a pas ici, n'a pas intéressante pour le développement de ma molécule ici, hein, parce qu'on recherche le développement de ma molécule. Donc j'ai 3 carbones. Si j'ai 3 carbones, c'est que j'ai 3 oxygènes. On a autant de carbone que d'oxygène. Donc j'ai bien 3 carbones, 1, 2, 3, 3 oxygènes. Bon, pour avoir la bivalence de... voilà, ici j'ai monovalent, bivalent, monovalent. Là il est bivalent, 1, 2, 1, 2. Là il est bivalent. Voilà. Par contre l'hydrogène... j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 hydrogènes. Bon, si je place ici, là il y a un petit problème. J'ai bien mes 6 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 6 hydrogènes, mais les oxygènes sont reliés à rien du tout. Voilà. Alors, on va essayer de s'arranger. Je vais essayer de mettre celui-ci. Si je mets celui-là, là, je vais mettre là. Voilà. Donc, ça veut dire que là, je vais le retirer. Mais, comme ça, c'est bon, c'est plus ou moins bon. Voilà, on a une organisation plus ou moins bonne. Il y a juste à régler le problème ici. Lui, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il est vide. Et là, il n'a plus rien, il est vide. Ouais, mais on sait bien que l'oxygène, c'est bivalent. Voilà. Donc, s'il est vide, je vais retirer cette liaison-là. Et prendre cette liaison-là et la remettre là. Et là, maintenant, elle est plus vide, cette liaison-là. Elle est plus vide. Elle est plus vide. Voilà, maintenant, j'ai un respect de la formule. J'ai bien du 3 carbones, 6 hydrogènes et 3 oxygènes. 1, 2, 3 oxygènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. 1, 2, 3 carbones. Si ce n'est qu'ici, j'ai voilà, ici j'ai une liaison sigma, sigma, une liaison sigma, 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 sigma. Mais là j'ai une liaison sigma, mais là j'ai une liaison pi. C'est juste que je vais créer une double liaison, une liaison pi. Bon, alors cette écriture-là, elle est bonne, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Quand on a ceci, OH, c'est ce qu'on appelle une fonction hydroxyle. Hydroxyle. On a une fonction, ce qu'on appelle une fonction hydroxyle. C'est une fonction OH. Voilà, OH, comme ceci. Quand vous avez une fonction OH qui peut être écrite sous forme... Donc ici, on a une fonction hydroxyle, et là, on a une fonction hydroxyle. Et quand vous avez une fonction hydroxyle, vous pouvez l'écrire comme ceci. Pour simplifier, on peut simplifier une fonction hydroxyle, vous pouvez le mettre sous forme de OH.
Voilà, OH. Alors maintenant, ceci, qu'est-ce que c'est comme fonction? Ici, on retrouve une fonction. Alors, on retrouve, ça c'est une fonction, pas confondre un groupement ou une fonction carbone. On a un groupement carbonylique ou une fonction carbonyle, donc un groupement carbonylique ou une fonction carbonylique, quand on a une ramification, peu importe ce qu'on a là-bas, hein, c'est des structures avec des carbones, on s'en fout ce qu'on a là-bas, une autre ramification R' comme ça, qui n'est pas forcément la même que R, voilà, c'est ce que ça veut dire, avec un carbone et une double liaison comme ceci. Voilà, ça c'est un groupement, on va dire, carbonylique. Et dans les carbonyliques, on retrouve bien sûr une subdivision en deux parties qui est deux fonctions importantes qui sont les aldéhydes et les cétones. On a une fonction carbonylique. Et dans les aldéhydes, les aldéhydes c'est la même chose que ça. Sauf qu'on a mis un H ici. On a mis un H. Et là, bien sûr, c'est une ramification, peu importe ce que c'est. On a d'office un H. Si vous avez d'office un H, ben vous avez une fonction aldéhyde. Bon, et vous aurez une cétone si vous avez tout simplement ceci, la fonction carbonylique pure. Donc si vous retrouvez la fonction carbonylique pure dedans, ben, vous avez ce qu'on appelle une cétone. Bon, R' peut être égal à R ou il peut être différent, peu importe, ça ne change rien. Si vous avez la fonction carbonylique pure, ben, vous avez une cétone. Si vous avez un hydrogène arrimé, si vous voulez, à la place du R ou du R', ben, vous avez une fonction un groupement carbonylique ou une fonction carbonyle. Attention qu'une fonction carbonyle est différente. Ça, c'est différent d'une fonction carboxyle. Hein, carboxyle, c'est différent. Ça n'a rien à voir. C'est presque le même. Presque le même. Carboxyle, mais on entend donc carboxyle, un groupement carboxyle, il y a une fonction, un groupement carboxylique, il y a une fonction carboxyle. Dans une fonction, j'ai mal mis, je vais reculer pour avoir d'espace parce que j'ai plus d'espace. Voilà ici. Bon. Donc on a ici un groupement qu'on appelle carbonylique qui induit une fonction carbonyle hein, d'office quand on a R, une ramification ou un radical, hein, peu importe, ramification, radical, c'est un groupement carboné, ça veut dire une chaîne carbonée, simple ou complexe, peu importe. Voilà, ici, le carbone, voilà, celui-ci, là, on a un groupement carbonylique, et on a un groupement carboxylique. C'est pas la même chose, il y a juste une petite différence, à cela près que, à la place d'avoir du R' ici, mais vous enlevez ceci pour avoir une fonction hydroxyle. C'est pour ça qu'on entend carboxyle. Voilà, fonction hydroxyle, fonction carboxyle. Donc ça veut dire qu'il y a du OH, c'est juste ça. Là, il y a du OH. Donc c'est différent, complètement différent. Un groupement carbonylique est différent d'un groupement carboxylique. Un groupement carbonylique est différent d'un groupement carboxylique. Et carboxyle, bah, il a une double liaison. C'est une double liaison, ça veut dire qu'on a une liaison qui sera sigma et une autre une liaison pi. Donc voilà, on aura une double liaison de carbone-oxygène. Donc il y en a un qui sera une liaison sigma et l'autre une liaison pi. Donc vous voyez que la fonction, donc là on a un hydroxyle, on a deux hydroxyles, fonction qui reprenant je veux dire du OH qu'on regroupe comme ceci. Et là, bon, un carboxyle, c'est un carbone amarré, arrimé si vous voulez, accroché ou lié à un OH. Bien sûr, avec une double liaison sur un oxygène d'office. Hein. Et le restant, on s'en fout.
Par contre, là, pour avoir un carbonyle, une fonction carbonyle ou un groupement carbonylique, mais il faut un carbone lié à une double liaison avec un oxygène. Et le restant, on s'en fout. Quand on dit on s'en fout, du moment que c'est pas du OH, parce que si maintenant vous prenez du OH, vous avez voilà, il faut faire très attention à ça. Si vous avez du OH, ben vous avez avec un radical, du carbone et une double liaison, ben vous avez. Vous voyez, remarquez que le carbone est toujours tétravalent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'oxygène est bivalent. Et le radical là-bas, bon, on s'en fout. Il est lié. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est des chaînes carbonées. Donc le carbone, ils seront tous tétravalents. Voilà, alors maintenant, vous savez ça. Donc ici, j'ai bien ici une structure RCHO. Donc un aldéhyde. Donc on vient de construire sur base d'un aldéhyde. Bon, cet aldéhyde là, je peux le mettre comme ceci. Hein. Donc HO, tout comme je peux mettre O et H. Voilà. Que vous mettez comme ceci ou comme ceci, ou alors en perpendiculaire, ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien. Par contre, voilà, moi je préfère le mettre comme ceci, la double liaison comme ceci, voilà, et le H comme ceci. Voilà. Et là, on retrouve un sucre qui est de triose, formé d'une fonction aldéhyde, voilà, d'une fonction. On a un groupement carbonylique et pas carboxylique, attention, carbonique. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle un aldose. Voilà, j'ai ce qu'on appelle un aldose. J'aurai un aldose. Alors maintenant, je peux le construire avec une cétone, sans aucun problème. Sans aucun problème. On va le construire sous forme d'une cétone, en se rappelant que la cétone, c'est RR'-CO. RR'-CO, à la différence de l'aldéhyde, là on a RHCO, et là on a RR'-CO. Ben, il y a moyen de fabriquer ça. Donc, ce qui veut dire que on va fabriquer non plus un aldose, mais non pas non plus un aldéhyde, un triose avec une fonction, on va dire, avec une fonction aldéhyde, mais je crée ici j'ai créé un triose avec une fonction aldéhyde, donc j'ai ce qu'on appelle un aldose. Un aldose. Mais je n'ai pas encore son nom exact, hein. Je vais vous le donner après. Voilà. Ou je peux vous le donner maintenant, c'est ce qu'on appelle un glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde. Bon, c'est un peu trop grand. Cet aldose, c'est un glycéraldéhyde. Voilà. Maintenant, construisons sur base d'une cétone. Bon, ici, je pense que j'ai un mauvais cadrage, donc je vais réduire, en faisant très attention,